Oui, bonjour, Nadine Berthelum. Donc, je représente les établissements Cotten à Concarneau. Donc, nous sommes une entreprise familiale qui est fabricant du vêtement du ciré depuis 1964. Et le lieu préféré, si on parle du lieu préféré, bah, c'est évidemment Concarneau. Bonjour, moi je suis Adrien Legris, ostréiculteur dans Les Abers à Plouguerneau. Et donc entreprise familiale aussi depuis une quarantaine d'années qui produit des huîtres. Et mon lieu préféré, pour ne pas faire mon chauvin non plus, c'est l'archipel de Lilia à Plouguerneau. Bonjour, alors moi c'est Vincent Cottard, je suis étudiant en journalisme à l'IUT de Lannion. Et alors je dirais que mon lieu préféré, bah, sans chauvinisme, mais ça reste Brest quand même. Très bien. Bonjour, je m'appelle Sandrine Jean, je suis bénévole Blues Rose et également présidente de l'association depuis quelques mois. Donc j'habite Rennes et je vais pas être très originale, mais mon lieu préféré c'est Rennes. Très bien. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Marzuka Mina, je suis salariée chez Pépite et mon lieu préféré ça reste Cesson et Saint-Malo. Très bien. Voilà. Bonjour. Moi, je vais faire comme vous. Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne. Quel lieu préféré je pourrais choisir? J'en ai tellement. Je vais choisir la plage de mon enfance à Trébordin, qui est un lieu qui régulièrement me rappelle mes jeunes années. Oui, donc dans les entreprises, enfin du moins dans la nôtre, donc, mais je sais que plusieurs responsables de société ont les mêmes problèmes. On a, on a de multiples problèmes auxquels on est capable, nous, de réagir, comme la formation. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises font de la formation maintenant en interne pour avoir des choses adaptées. Par contre, il y a quelque chose sur lequel on a du mal à lutter, c'est la problématique du logement. Oui. Donc nous, on est enfin, l'atelier est sur Tréguin, donc Tréguin, Concarneau, c'est plutôt quand même très touristique. Et aujourd'hui, nos salariés ont beaucoup de mal à trouver du logement. Alors il y a des choses qui se font, hein. Les mairies sont tout à fait conscientes du problème, et il y a du logement collectif qui est en train de se monter. Mais c'est vrai que quand même, le problème reste pour les gens quand ils veulent acquérir du terrain. Les terrains sont devenus à des prix assez fous. C'est vrai que les terrains aujourd'hui, c'est ce qu'on disait avant pour une maison. Donc c'est compliqué. Il y a le problème du Airbnb. Donc est-ce que la région a... Bon, il y a des choses qui ont été faites déjà, hein, pour le Airbnb, j'en suis consciente. Pour moi, je pense pas que c'est que le problème des maisons secondaires. On parle beaucoup des maisons secondaires aujourd'hui, mais je crois que c'est beaucoup plus large que ça. Et est-ce qu'il y a possibilité pour la région de faire quelque chose ou pas? Et vos salariés, quelles sont les formes de logement qu'ils cherchent? C'est quoi le besoin du quotidien? Un peu de tout. Alors effectivement, il y a de l'habitat collectif, mais beaucoup de gens aiment aussi Avoir leur maison. avoir leur maison. Donc des maisons sur des petites maisons Avec des terrains pour avec pouvoir un petit faire. terrain pour avoir quelque chose d'agréable. Et c'est vrai que aujourd'hui, C'est dur à trouver. les coûts sont devenus Et prohibitifs. vos salariés, s'ils ne trouvent pas, s'ils n'ont pas, ils partent ailleurs? Ils vont là où ils trouvent du logement ou ils restent en galère? On arrive quand même à conserver des salariés, mais ils ont tendance à partir un petit peu plus loin, enfin faire quelques kilomètres. Ouais. Donc ce qui pose aussi le problème derrière, Mobilité. c'est de la mobilité. Ouais. Et puis on en a effectivement certains qui trouvent au bout d'un moment que c'est un petit peu trop loin, un petit peu trop cher du coup, et qui vont chercher ailleurs. Ouais. Alors vous avez raison, un des principaux freins au développement économique, c'est aujourd'hui le logement. C'est-à-dire qu'on a un taux de chômage qui est très bas en Bretagne, le plus bas taux de chômage en France, c'est une chance extraordinaire. Et du coup, la difficulté que l'on a, c'est de trouver des hommes et des femmes pour nos entreprises et de faire en sorte qu'ils puissent venir vivre à proximité des entreprises. C'est vrai dans les grandes villes, mais c'est vrai dans les plus petites villes ou les villes moyennes. Et il y a un vrai enjeu de reconquête de ce sujet du logement, avec deux axes à mon avis. Un premier axe qui concerne les logements déjà existants mais qui sont vides, parce qu'on connaît tous dans nos centres-bourgs, nos centres-villes, des maisons, quelquefois très grandes d'ailleurs, qui sont vides parce que personne n'a les moyens de rénover et qu'aujourd'hui la rénovation coûte très cher. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel les maires travaillent. La région essaye d'apporter des accompagnements pour pouvoir
réaliser quelques programmes, mais ce n'est pas le cœur de métier de la région. Et un deuxième axe, c'est d'être en capacité de créer des nouveaux logements pour répondre à l'attente des citoyens, avec une diversité effectivement de formes de logement. Souvent, classiquement, quand on sort des études, on cherche plutôt un appart. Quand on commence à avoir des enfants, on cherche plutôt une maison. Puis après, quand l'âge avance, on veut retrouver peut-être le centre-ville ou retrouver une autre forme d'habitat. Donc cette manière de vivre-là, elle nécessite de réadapter la construction de logements dans certains espaces et dans des espaces où, encore une fois, on essaye de préserver les terres agricoles. Et là où vous avez raison, c'est qu'il y a un vrai problème, à mon sens, c'est le Airbnb. C'est-à-dire que la résidence secondaire, elle ne me choque pas à partir du moment où on sait que nos concitoyens, ils ont des maisons de famille en Bretagne, ils ont des choix de vie qui font qu'ils ont gardé la maison des grands-parents et on ne va pas leur demander de le vendre. Et l'essentiel des maisons secondaires, c'est ça. Et 60% des maisons secondaires, ça appartient à des Bretons. On dit souvent c'est des Parisiens, etc. 60% c'est des Bretons. Donc ce n'est pas le cœur du sujet. Par contre, le Airbnb est un vrai problème parce que d'un bien qui était attribué soit à un étudiant, soit à un jeune couple, on se retrouve avec des vacanciers qui viennent 2 jours, 3 jours tout le temps, et on perd des lieux de vie pour nos concitoyens, et notamment les jeunes ou les salariés les plus modestes. Et ça me pose un vrai problème. Et moi, je serais là plutôt enclin à dire qu'il va falloir réguler très fortement, voire interdire le Airbnb dans certains endroits. Vous avez des villes dans le monde, à New York, à Venise, au Japon, qui sont en train de réguler très fortement le Airbnb, parce que sinon, ça dévitalise les villes. Ça enlève de la masse salariale possible, disponible pour les entreprises, des talents pour nos entreprises, mais en plus, ça crée une vie qui n'est plus la même. Si vous habitez à Saint-Malo et que la moitié des gens avec qui vous vivez, c'est des gens qui viennent d'ailleurs dans le monde, qui restent que 2 jours et qui repartent, c'est plus la même ville qu'une ville dans laquelle on côtoie une diversité de gens qui ont choisi de vivre à un endroit. Donc la région, elle plaide pour que la loi nous autorise à réguler. Pour l'instant, c'est à Paris que ça se décide plus que chez nous. Sur les logements, c'est plus les maires. Par contre, région Bretagne, nous, on a fait le choix de s'investir dans le foncier. Donc l'achat de terrain dans des endroits stratégiques pour aider les maires à acheter les terrains en question pour faire du nouveau logement. Ça peut être une friche dans un ancien centre commercial, d'une ancienne usine. Ça peut être des maisons de centre-ville où il y a 3000 m² de terrain, on en trouve encore, et où le maire dit les personnes sont parties, personne ne reprend ça. Et plutôt que de laisser partir 4-5 maisons de lotissement, on achète et demain on refera des logements nouveaux. C'est ce genre de sujet sur lesquels on travaille. Et vous avez raison, le frein pour le développement des entreprises, c'est les hommes et les femmes en Bretagne. Et du coup, c'est le logement et la mobilité qui sont les 2 sujets les plus prioritaires. Alors, moi, j'aurais une question d'ordre environnemental, pour commencer. La région Bretagne et la mer, forcément, ça, c'est une grande histoire. Et donc, ma question, c'est quelles actions sont menées par la région Bretagne, bien sûr aussi en lien avec l'État, les collectivités, pour du coup travailler à améliorer la qualité des eaux bretonnes? On est 3,4 millions de Bretonnes et de Bretons, Bretagne à 4, sans compter le Loire-Atlantique qui, j'espère, va nous revenir. Et on nourrit 17, 18, 20 millions de Français. C'est considérable. Et donc, du coup, il y a eu des impacts très forts dans les années 70-80 sur les algues vertes. Et depuis les années 90, on se bat pour les réduire. Déjà 25 ans qu'on travaille dessus, 25, presque 30 ans qu'on travaille dessus, pour faire en sorte de travailler avec les agricultrices et les agriculteurs sur des nouvelles pratiques d'élevage pour réduire les arrivées de nutriments dans l'eau, pour faire en sorte qu'on baisse l'azote, qu'on baisse ce qui nourrit les algues et qu'on se retrouve avec une maîtrise et une baisse peu à peu des nitrates et donc des algues en mer. Pour vous donner un chiffre, au début de l'aventure, quand dans les années 90 on prenait des mesures, on était à 90-95 mg de nitrate par litre. 90-95, la norme c'est 50. Au-dessus de 50, normalement on ne boit pas l'eau. Donc ça c'était il y a 25 ans. Aujourd'hui on est à 30 mg en moyenne. Il y a des endroits où on est à 40, d'autres endroits on est à 20, mais en moyenne on est à 30. Et les scientifiques disent qu'il faudrait descendre en dessous de 20. En dessous de 20, voire en dessous de 15, pour réduire vraiment les algues vertes. Donc c'est un travail. Premier axe, c'est les changements de pratiques, replanter des haies, préserver les derniers mètres avant les ruisseaux, préserver les derniers, hectares avant la mer, pour faire en sorte d'éviter le lessivage. C'est un travail qui est en cours.
avec des réussites dans certains endroits, avec des difficultés dans d'autres. À Douarnenez, en ce moment, on a des difficultés. Dans le nord de la Bretagne, ça va un peu mieux. Ça, c'est un travail sur lequel on doit avancer. Et puis, il y a un deuxième axe qu'on a commencé il y a 5-6 ans, c'est de faire dialoguer nos agriculteurs et les hommes et les femmes de la mer. Et en premier, les jardiniers de la mer, que sont les ostréiculteurs. Parce que quand c'est un homme politique, comme moi, qui dit il faut faire des efforts, c'est pas toujours compris. Quand c'est les médias qui tapent en disant c'est à cause des agriculteurs, c'est à cause des éleveurs de cochons, ou c'est à cause des légumiers, puisqu'on a aussi des éleveurs dans un endroit où on fait que du légume, où il n'y a pas d'animaux, ce qui montre bien que c'est pas si simple comme dossier. Ça donne pas envie aux agriculteurs de trouver des nouvelles méthodes, parce qu'on les pointe du doigt sans leur donner de solution. Par contre, quand on discute ostréiculteurs, agriculteurs ensemble, pour dire voilà, on a des métiers qui sont dépendants du vivant, là on arrive à trouver un dialogue et à trouver des changements, des évolutions dans les pratiques. Moi j'y crois profondément. De toute manière, il n'y aura pas d'avenir pour la Bretagne si on ne maîtrise pas cet équilibre. Il y a un deuxième enjeu sur lequel on doit travailler, c'est la qualité des eaux autour des grandes villes. L'île-et-Vilaine a des vrais problèmes de qualité d'eau. Alors qu'on parle souvent des algues vertes au nord de la Bretagne, les Côtes d'Armor, Saint-Brieuc, ça me peine, je suis très gaurois, donc voilà. Et il y a aussi des sujets de qualité d'eau autour de Rennes, des sujets de qualité d'eau sur l'île-et-Vilaine tout entière, sur lesquels on doit travailler avec le monde agricole, mais aussi avec les industries, et enfin avec les citoyens, pour faire en sorte qu'on montre qu'encore une fois, l'eau est une ressource extraordinaire, mais qu'il faut en prendre soin, et que la qualité de l'eau, de la qualité de l'eau dépend notre santé à nous, notre santé. Et juste pour développer sur la partie démographie et donc plus assainissement. Oui. Sur la démographie et l'assainissement, il y a un sujet qui se pose, c'est qu'à chaque fois qu'on ajoute un ménage, on a besoin en moyenne de 90 mètres cubes. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand on vit, nous tous, en moyenne dans une année, on consomme 90 mètres cubes quand on est une famille de 2 adultes et 2 enfants. Certains sont à 60, d'autres sont à 130, mais en moyenne 90. Et on gagne en Bretagne 17 000 habitants par an. Et donc de fait, on consomme de l'eau. Et on consomme de l'eau qu'on met soit dans des stations d'épuration, soit dans des assainissements individuels, qui accélèrent le cycle de l'eau de manière redoutable. Et ça aussi, ça fait partie des sujets. Donc il y a un premier point qui commence à être posé par l'État, qui consiste à dire que s'il n'y a pas d'eau, on ne peut plus construire de nouveaux logements, ou s'il n'y a pas de capacité épuratoire d'un espace, on ne peut pas construire de nouveaux logements. C'est important de commencer à le dire, parce que c'est un choc pour certains territoires. Sur le golfe du Morbihan, sur Guingamp, il y a des endroits sensibles sur lesquels on commence à avoir des difficultés sur les sujets de capacité épuratoire des stations d'épuration. Et puis l'autre sujet, c'est est-ce qu'on a de l'eau pour les gens? Parce que quand on accueille 10 000 habitants de plus par an dans un territoire, il faut des mètres cubes et des mètres cubes qu'on va chercher de plus en plus loin. Donc ça, c'est un travail. Et enfin, il y a l'assainissement non collectif, qu'il ne faut pas oublier. Parce que c'est quand on est loin d'une station d'épuration, on doit gérer soi-même l'épuration de son eau. Donc c'est ce qu'on appelait la fosse septique avant, le système d'assainissement qu'on met dans son jardin, etc. Et là, il faut contrôler tout cela, parce que si on laisse faire, il y a encore des endroits où la machine à laver, elle dégueule dans le ruisseau, ou elle dégueule dans le fossé qui finit dans le ruisseau. On a tous connu des endroits où on voit de la mousse bizarre, là, etc. Et ça, c'est une activité de ménage, de nous dans notre vie à nous. Donc le sujet des algues, le sujet des pratiques du monde agricole, qu'on doit travailler encore, mais aussi le sujet des entreprises et le sujet de nous tous. On a tous un impact sur notre vivant et sur l'environnement dans lequel on vit. Ma première question, elle porte sur globalement l'orientation, puisqu'on voit maintenant qu'on essaye de nous faire avoir une orientation de plus en plus tôt. En général, ça se décide vers le lycée. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre en avant justement ce que la région fait et veut faire en matière d'orientation pour aider les jeunes peut-être à trouver plus facilement une voie s'ils n'en ont pas, et qu'est-ce que la région peut faire pour mettre plus en avant ces dispositifs? Vous avez raison aussi, le sujet de l'orientation est un vrai souci de notre société tout entière. Elle est mal organisée. On parle trop tard des métiers à nos jeunes gens. C'est-à-dire qu'on a peur dans notre pays que si on parle trop tôt, dès la 5e, 4e de certains métiers, que certains élèves quittent trop vite la filière générale pour aller se former. Moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas avoir peur de raconter les métiers, parce qu'on peut donner de la passion
à n'importe quel âge et proposer aux jeunes, s'il est à l'aise dans ses études, de continuer ses études pour ensuite aller faire la formation qui va bien. Donc là, il y a un problème de mentalité française qui fait que très tôt, on a, enfin depuis que moi je suis jeune, donc ça fait déjà longtemps, on veut que tout le monde aille dans de la formation la plus loin possible. Bon, je pense qu'il faut qu'on rassure les parents en disant qu'on peut faire une très belle carrière, quelles que soient les voies professionnelles que l'on choisit. C'est le premier point. Deuxième point, il faut qu'on parle mieux des métiers. Si c'est quelqu'un, un prof, un chef d'entreprise qui a plus de 50 ans qui va raconter à un jeune comment ça se passe pas forcément très bien pour que le jeune comprenne l'intérêt du métier. Par contre, si dans une entreprise d'ostréiculture ou si dans une industrie comme Guy Cotten, on vient avec des hommes et des femmes qui ont 25 ans, 30 ans, pas beaucoup plus, faire des petits films de 4 minutes, 5 minutes qu'on peut mettre sur les réseaux pour dire voilà, je travaille dans l'ostréiculture, voilà mon métier, voilà comment je le pratique et voilà le type de parcours qu'il faut avoir pour pouvoir travailler là. On veut travailler en plein air, on veut travailler avec la nature, on veut travailler sur des produits de qualité. Bah, j'ai fait ce parcours, faites comme moi, où je travaille chez Guy Cotten, je fais de la couture sur des produits de qualité, je participe à construire des objets, enfin fabriquer des vêtements qui aident les pêcheurs ou les agriculteurs. Et ben voilà la formation qu'il faut faire pour pouvoir être sur des métiers, pour assembler les différentes pièces, soit de tissu, soit c'est quoi la matière? C'est pas du caoutchouc, c'est du PVC, qui permet de garder des vêtements étanches pour les marins pêcheurs ou les agriculteurs. Ben, il faut aller dans tel et tel niveau de formation. Ou si je veux être commercial, il faut faire ça. Ou si je veux être comptable, il faut faire ça. Et ça parle mieux. Ça parle mieux aux gens que encore une fois, l'affiche qu'on a tous vue à l'ONICEP, où on se dit, mais on se gratte la tête, on se dit, mais ça ne ressemble pas à ce que je comprends. Moi, je crois beaucoup à ces petites vidéos qu'il faut essayer de faire. Et puis, réexpliquer aussi que quel que soit le parcours qu'on choisit, on peut continuer à apprendre. C'est-à-dire que vous pouvez, les uns les autres, à un moment donné, là vous vous formez pour être journaliste, c'est ça? Là, vous allez peut-être, et je vous le souhaite, être journaliste à un moment donné, puis à un moment donné, vous aurez peut-être envie de faire de la formation, ou envie de monter une entreprise, ou avoir envie de faire encore autre chose, et c'est très bien. Vous êtes serveuse ici, vous pouvez vous former et faire autre chose dans la vie, si vous en avez envie, ou reprendre le restaurant, j'en sais rien. Enfin, voilà, chacun a des parcours de vie. Moi, je n'étais pas fait pour être président de région, je travaillais dans la banque. Voilà, donc... Et la vie fait que j'ai saisi d'autres opportunités. C'est à moi. Alors, donc je suis présidente de l'association des Blues Roses depuis quelques mois seulement. Et en fait, j'aurais aimé savoir concrètement comment la région accompagne les associations de la région. Est-ce qu'il existe un moyen de communication entre la région et le monde associatif? Le premier niveau de contact entre une association et la sphère publique, c'est la mairie. C'est quand même la mairie, parce que les maires sont vraiment ceux qui font vivre nos assos, qui savent répondre au quotidien des besoins des associations, en termes de salles, en termes d'accompagnement financier, en termes d'accompagnement de matériel. C'est le maire est le premier contact. Le département, la région ont aussi des contacts, mais sur soit des associations qui couvrent toute la région, ou une grande partie de la région. Les Blues Roses, vous avez quelques antennes, etc., qui permettent effectivement de créer des dynamiques. Et là, notre rôle à nous, il va être quoi? Soit vous êtes dans une fonction, dans un but associatif qui répond à un des métiers de la région. Et là, la région, elle peut dire, bah, vous répondez à un des besoins qui est le nôtre, on vous aide. SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, c'est un but d'intérêt général et la région étant maritime, on accompagne la SNSM en tant qu'association. On pourrait trouver d'autres domaines dans la formation ou dans certains festivals qui ont des tailles qui font que la région les accompagne. Et puis d'autres associations qui ne sont pas dans notre métier à nous. Les Blues Roses, malgré encore une fois le travail formidable que vous faites, les métiers du soin et les métiers de l'accompagnement social, c'est plus le département que la région. Par contre, on a quelques lignes budgétaires qui permettent d'accompagner des associations comme la vôtre sur la formation des dirigeants de l'association. Il y a des programmes pour former les dirigeants d'associations qui veulent se former. Et deux, nous avons quelques accompagnements qui permettent de faire des diagnostics quand l'association a grossi et qu'elle a un modèle qui change. On commence à embaucher des salariés, on commence à se retrouver avec des enjeux financiers assez importants, ce qui peut faire peur au président, à la présidente et au bureau. Et là, la région, elle peut venir pour proposer des diagnostics, pour accompagner l'association dans son travail. Voilà, donc je redis, le premier point d'entrée, ce sont les mairies. Et nous, on ne peut pas... Il y a tellement d'associations en Bretagne qu'on mentirait de dire que c'est nous. Voilà. Mais on essaye d'être présent à notre niveau dans les
dans les différents thèmes et sujets que je viens de vous présenter. Alors, du coup, moi, ma question, elle se pose parce que là, en fait, j'ai un parcours dans la restauration depuis le lycée. Ouais. Et j'ai un bac professionnel dans la restauration. Et là, j'aimerais changer, en fait, d'orientation. Du coup, faire peintre en bâtiment. Très bien. Voilà, quelque chose qui n'a rien à voir. Mais par rapport à tout ça, en fait, je n'ai pas plus de renseignements, je n'ai pas plus de renseignements pour le changement, si la région prend en vous charge aider. quelque chose, oui, peut nous aider, prend en charge quelque chose, ou D'accord. ça se passe comment. Et là, vous avez quel âge? Et là, j'en ai 27. 27? Oui. Bah, bravo d'abord, parce que c'est déjà un beau parcours. Et- Vous avez un diplôme, un travail, et vous avez l'énergie de Oui, partir de dans une autre changer, formation. Donc voilà. ça, c'est très très bien. En fait, il y a deux manières de faire. Soit quand vous êtes en emploi, Oui. ce qui est votre cas, il y a des accompagnements par des droits à la formation que vous développez avec votre travail, Oui. qui vous permettent à un moment donné, soit d'avoir le droit à un congé de formation, soit d'être dans un statut particulier pour vous former. Et nous, la région Bretagne, on a un métier qui est de former les demandeurs d'emploi. D'accord. Donc, ceux qui sont en demande d'emploi. Mais dans les deux cas, il y a des centres de formation qui existent et il faut vérifier, on regardera comment vous aider, pour voir sous quelle forme vous pouvez être accompagné pour pouvoir faire cette formation tout en gardant un niveau de vie, parce que vous avez des enfants, Oui, je c'est l'ai ça, appris tout c'est, à l'heure, et qu'on ne peut pas, pendant 6 mois, arrêter c'est ça. d'avoir un salaire pour pouvoir se former. Donc, sur le principe, votre projet, il est formidable. Et le fait que vous soyez salarié, ce n'est pas le même chemin que lorsqu'on est en demande d'emploi. Je ne vous demande pas de perdre votre travail pour Non. être aidé par la région. On va regarder avec les collègues comment on peut vous accompagner là-dessus. Et normalement, c'est soit les missions locales qui accompagnent nos jeunes dans ce type d'orientation, de formation, soit dans les différents centres d'orientation et de formation qui existent dans les territoires, on peut effectivement guider les hommes et les femmes. Et ma deuxième question était justement pour deux personnes, parce que j'en ai pas mal dans le nombre de mes entourages, Ouais. qui sont peut-être pas diplômés Oui, sur des choses. Il y a des personnes qui sortent à l'école sans diplôme. oui, parce que, plein, voilà. plein, on en a plein, Mais par malheureusement. contre, ils ont la motivation de travailler. Oui. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'outils pour ces gens-là, pour ces personnes-là, qui aimeraient qui aimeraient se former. Parce qu'à chaque fois qu'on va se présenter quelque part, on nous demande des CV, en mode faut avoir des diplômes. Et si on n'a pas le diplôme, on a la motivation et qu'on a envie de Bien sûr. se lancer, quoi. Et s'il n'y a pas de personne qui peut vraiment prendre en charge. Exactement. La région accompagne, y compris avec des aides qui permettent de faire en sorte que la personne, si elle part en formation, elle a un petit pécule, parce que généralement, elle passe de petits boulots à une formation qui lui demande de l'énergie. Donc on travaille là-dessus, et avec des formations qui permettent dans 8 cas sur 10 de trouver du travail. 8 cas sur 10. Donc là aussi, il faut qu'on soit meilleur dans la formation, parce que dans tous les domaines, on parlait de peintre en bâtiment tout à l'heure, mais vous pouvez avoir envie de travailler en étant salarié agricole, vous pouvez avoir envie d'être dans le soin, vous pouvez avoir envie d'être dans tous les domaines. On manque de monde partout en Bretagne. On manque de monde partout en Bretagne. Donc il faut donner de la fierté, dire aux gens que pas de problème, si tu as envie de bosser, on va trouver la voie, on va trouver le chemin. Et c'est là où ce que vous me dites me montre qu'il faut qu'on travaille encore mieux sur des lieux d'accueil et d'écoute pour qu'on puisse dire où aller, quoi. Où aller. Et là, souvent, dans les points accueil emploi, il y a des points accueil emploi partout en Bretagne, il y a des missions locales partout en Bretagne, il y a des lieux où on est pris en charge par un adulte dont c'est le métier pour dire voilà, qu'est-ce que tu veux faire, va te former à tel endroit, soit avec des certificats de professionnalisation qui te donnent un diplôme pour travailler, soit des formations plus longues, qui peuvent être des CAP, des BEP, puis repartir pour d'autres dans des parcours de formation, de formation supérieure. Tout est possible, quel que soit le niveau que l'on a quand on s'arrête. Voilà, donc on va vous fournir plein d'infos aussi pour que vous puissiez relayer l'info dans votre réseau. Alors, du coup, ma deuxième question, elle porte pas sur l'orientation, mais sur l'après. Ouais. La plupart du temps, après un cursus en licence ou en master, quand on est suffisamment bien installé dans une ville, comme Rennes par exemple, Brest ou Lannion, peut-être qu'on a envie d'y rester. Et qu'est-ce que la région peut faire ou comment peut-elle inciter les étudiants à rester en Bretagne, déjà s'ils viennent de Bretagne, Ouais. et même s'ils viennent C'est pas d'ailleurs. forcément de Bretagne. Merci pour la question, parce que c'est au cœur de la stratégie que j'essaie de déployer pour la Bretagne, c'est de faire en sorte qu'on ait envie de vivre dans ce territoire. La Bretagne, c'est un peu un effort, c'est loin, c'est au bout du monde. Alors quand on a le virus, quand on est né là, ou quand on a découvert ce paysage et ce territoire merveilleux, on a envie d'y rester, mais il faut donner envie à des gens de venir ici. Parce que
Sinon, on perd des salariés, on perd des actifs, on perd des hommes et des femmes en âge de travailler et on perd la vitalité bretonne. Même si je suis heureux que de plus en plus de retraités choisissent la Bretagne, même si je suis heureux de voir que celles et ceux qui finissent leur carrière en Bretagne décident de rester vivre en Bretagne, c'est une chance. Il faut qu'on attire des jeunes. Et donc, quelqu'un qui a fait ses études à Rennes, à Lannion ou ailleurs en Bretagne, qui vient d'ailleurs, si on arrive à lui dire et à lui faire comprendre que potentiellement c'est une chance pour lui de rester en Bretagne, c'est gagné pour nous. Et c'est un gain pour notre territoire. Ce que je dis ne veut pas dire que je veux que les jeunes ne sortent plus de Bretagne. C'est-à-dire que si vous, après vos études, vous avez l'envie d'aller à Londres, à Berlin, aux États-Unis ou au Japon pendant une partie de votre vie, même à Paris, pourquoi pas, une partie de votre vie, et que dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, vous avez envie de revenir, c'est très bien aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse, nous, être un territoire où on se dit, quel que soit notre métier, on peut y vivre. Qu'est-ce que la Bretagne fait? La région, elle travaille son image. Elle fait en sorte de montrer, encore une fois, une image dynamique, une image d'accueil, le fait que quand on n'est pas breton, on peut devenir breton en vivant ici. On a tous conscience de ça. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas breton. Vous vous sentez peu à peu bretonne, j'espère. Totalement. Bon, ben voilà. Je suis piquée. Eh ben, vous êtes piqué. C'est exactement le mot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est pas breton, on le devient. Vous êtes devenu bretonne. Et voilà. Et il n'y a pas de papier pour ça. C'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est une manière d'être, être breton. On peut être de n'importe où dans le monde et on devient breton. Et on garde son identité d'ailleurs. Je ne sais pas où vous habitiez avant. Région parisienne. Donc vous pouvez avoir votre identité de Paris, de la région parisienne, et en plus breton. On additionne les cultures. Ça, c'est important de l'exprimer, de l'assumer, dans un moment où vous sentez bien qu'on essaye de montrer que les différences, c'est pas bien, que ceux qui ne sont pas pareils, ça ne nous va pas, qu'on voudrait tous... C'est pas la Bretagne. Elle a toujours été ouverte au monde. La Bretagne, elle a toujours accueilli des gens du monde entier. Et elle a toujours envoyé des gens dans le monde entier. Vous allez à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous allez à La Réunion, vous allez au Japon ou à New York, il y a des Bretons. Bon, bah, le corollaire, c'est que le monde entier peut venir en Bretagne, du moment qu'il est travailleur, qu'il a envie de s'engager pour la Bretagne et qu'il respecte notre manière de vivre, c'est formidable. La deuxième chose que l'on fait, c'est la fibre optique, le train et la préservation de notre environnement. Préservation de notre environnement, j'en ai déjà parlé. Sur la fibre optique et le train, ça complète le logement dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qui permet de bien habiter partout en Bretagne. Si on laissait les entreprises faire toutes seules, il n'y aurait pas de TGV au-delà de Rennes et il n'y aurait pas de fibre optique au-delà de Brest, Quimper, Rennes, les grandes villes. Alors que quand on est à Concarneau, on a besoin de la fibre optique. Voilà. Et on a besoin de la fibre optique pour les entreprises, mais on a besoin de la fibre optique pour ses salariés. Aller demain embaucher quelqu'un dans une ville en disant à 30 km, il n'y a pas de fibre optique, les gens ne viennent plus travailler là. Ça, c'est un job que nous, on assume avec les autres collectivités, de construire un réseau de fibres pour que tout le monde puisse vivre en Bretagne. Et quand on est, par exemple, jeune journaliste, on peut très bien être 3 jours à Paris et 4 jours en Bretagne. Si on a la fibre, on peut faire son job en étant des deux côtés. C'est ça la Bretagne de demain qu'on doit travailler, un port d'attache qui permet d'être ouvert au monde et qui permet de choisir la vie qu'on a envie de mener. Et on a aussi quelques avantages, puisque pour avoir un petit peu quitté la région, on a quand même un coût de la vie qui est quand même relativement plus faible qu'ailleurs. Et c'est aussi ça C'est vrai. un énorme avantage en Bretagne par rapport à ailleurs. Bon, j'étais à Paris récemment. Bon, là, c'est pas vraiment comparable, mais, C'est insupportable. Oui. mais j'ai des amis qui me disent ah bah dis donc, j'ai fait mon essence en Bretagne ou j'ai fait mes courses en Bretagne. Ah bah dis donc, ça me coûte pas cher du tout et c'est aussi un avantage. Et on n'a pas d'autoroute payante. En plus, On l'oublie, mais quand même, ça change la vie. je regardais d'ailleurs une vidéo sur ça, pourquoi il n'y avait pas d'autoroute payante en Bretagne et c'était super intéressant et c'est là, enfin, on l'oublie parce que quand on prend la route, on se dit oh, c'est génial, mais quand par ailleurs, on est bien content de se dire oh, bah, j'ai pas payé en Bretagne. Exactement. C'est une chance que nous avons, et notamment parce que nos agriculteurs, nos marins-pêcheurs qui fabriquent des produits à la pointe, en Finistère, s'ils devaient payer le péage pour les emmener à Paris, déjà que les choux-fleurs et le litre de lait ou le kilo de cochon, c'est pas très cher, mais alors si on y rajoute des péages, ça aurait été forcément difficile pour nous. Ça a été un grand débat dans les années 60, et ça a été un grand débat il y a une dizaine d'années, l'époque des bonnets rouges. Vous vous rappelez? À l'heure où on lutte quand même contre la malbouffe, Ouais. on voit que ça se développe malheureusement, et aussi il y a des enjeux de souveraineté alimentaire. Et la Bretagne est force de pêche, de production à terre comme en mer. Comment la région peut aider à promouvoir la consommation
la pédagogie, l'enseignement de la consommation des produits bretons de la mer, les produits de la pêche, les poissons, les crustacés, les huîtres, les moules, les ormeaux, les algues. Voilà, et sensibiliser et, en particulier sur les jeunes générations. Bien sûr. Ça commence effectivement par les jeunes. J'ai presque envie de dire quasiment à la maternelle. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on mange? Quelles sont les habitudes culinaires que l'on a dans un territoire? Et si on ne s'y intéresse pas dans le jeune âge, il n'y a aucune chance qu'arrivé adulte, la jeune personne ait des pratiques d'achat qui favorisent les produits locaux. Donc il y a un vrai travail à mener à l'école pour apporter des goûts, apporter des produits que l'on a trop standardisés. Et ça, c'est la responsabilité des collectivités locales. Les maires pour les écoles, les départements pour les collèges et la région pour les lycées. La région Bretagne, pour vous donner un ordre d'idée, elle fait 9 millions de repas par an dans les lycées. 9 millions de repas par an, c'est considérable. Je ne sais pas combien vous faites de repas ici dans le restaurant, mais voilà, la région, elle en fait 9 millions par an. C'est juste dingue. Et donc, le travail que je mène depuis que je suis président de cette région, c'est de faire en sorte que les produits qu'on met dans les assiettes des enfants soient des produits le plus possible de Bretagne ou des territoires limitrophes, départements limitrophes, et des produits sous signe de qualité, des produits en bio que nous avons dans notre territoire. C'est un travail beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je me dis ça va être facile, etc. En fait, c'est dur parce que il faut former nos acheteurs, former nos cuisiniers et former le goût des jeunes. Hier, j'étais à Quimper, vous l'avez dit, on a mangé effectivement des poissons dans nos côtes. Les jeunes gens, ils ne connaissaient pas. Et donc, la première fois que le cuisinier il prépare du chinchard, bah, personne n'en veut. Et s'il leur fait 2 fois, s'il leur fait 3 fois, eh ben, les enfants prennent goût et ils comprennent que c'est des produits agréables. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimiez les langoustines. Bon, bah, c'est parce que j'imagine dans votre vie enfant ou ado, vos parents, votre famille vous a fait goûter les langoustines, vous avez dit c'est génial, etc. Si on arrive à 20 ou 30 ans sans avoir jamais goûté ces produits-là, c'est pas forcément si simple de rentrer dedans. Donc il y a un rôle pédagogique de l'école pour faire découvrir, y compris les huîtres. Moi, je suis un militant qui dit qu'il faut qu'on trouve le moyen avec nos ostréiculteurs de faire des semaines découvertes dans les écoles, et dans les lycées, pour qu'on puisse dire aux gamins, est-ce que vous voulez goûter des huîtres? Je suis sûr qu'il y a des accords à trouver, et c'est une chance ensuite pour l'avenir du jeune, parce qu'on lui a donné une ouverture sur des produits, encore une fois, nouveaux. Voilà le travail que l'on fait, il consiste à changer nos achats, changer nos pratiques, et mettre un peu plus d'argent dans le prix de la denrée alimentaire, parce que quand on achète local, ça coûte un poil plus cher, mais en fait, ça ne coûte pas plus cher pour la société, parce que quand on achetait des produits hors Europe ou hors France, bah, l'argent de la collectivité partait ailleurs, alors que quand j'achète un marailleur à Concarneau ou un agriculteur en Bretagne, bah, l'argent circule dans la région. C'est ça le combat, et on est en train d'afficher, donc on va devoir donner demain au salon d'agriculture, on donnera des chiffres pour montrer aux ostréiculteurs, aux marins-pêcheurs, aux agriculteurs et aux entreprises de transformation quel est le pourcentage de produits bretons, de produits sous signe de qualité, de produits bio qui passent dans les assiettes des enfants. Et je pense que les parents sont très sensibles à ça. Enfin, j'imagine, vous avez un enfant en crèche et un autre en maternelle. Bah, j'imagine que vous regardez de près ce qu'ils mangent. Oui. C'est très important. Je pense que ça passe par le fait de, forcément oui, d'ouvrir l'esprit déjà, ouvrir le palais, ne pas aller dans la simplicité du trop sucré, trop salé, voilà, et simplement ouvrir les yeux sur l'environnement qu'on a la chance d'avoir autour de nous en Bretagne, qui est plus difficile dans les très grandes métropoles comme la région parisienne. Et bien sûr qu'on n'a pas envie que les petits Bretons de demain, quand on leur demande de dessiner un poisson, fassent un carré. Avec des yeux dans les coins. C'est ça. Moi, je vais partir non plus dans la cuisine, ni dans le produit, mais dans l'après-produit. Ouais. On demande aux entreprises d'être de plus en plus vertueuses. Aujourd'hui, on doit retraiter nos déchets, on doit essayer de faire de l'économie circulaire, de faire un certain nombre de choses qui en soi sont tout à fait louables et ça va dans le bon sens. Par contre,
que peut faire la région d'une part pour nous accompagner. Nous on a ce problème, hein, on a des restes de découpe de PVC. Bon, on essaye de trouver nos propres solutions, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a réellement des filières? Et dans ce cas-là, on parlait d'accompagnement tout à l'heure sur un autre sujet, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui nous manque de savoir, parce qu'il y a peut-être des choses qui existent, mais est-ce que la région peut au moins mettre en relation ou donner des informations et peut-être aussi avoir des outils un peu plus, peut-être plus performants sur la région et non pas faire des fois sortir les choses de Bretagne pour les retraités? Là où il y a encore des gains à faire partout en Europe, c'est sur l'économie circulaire et le recyclage. Et ça, c'est clair qu'il y a un vrai travail à faire pour former des filières. Et là, la collectivité, elle a une mission, c'est de vous accompagner et de travailler avec ceux qui m'accompagnent, Laurence Fortin, Loïc Hénaf, qui sont des élus qui ont envie de s'investir dans ces sujets, pour voir comment on peut travailler des boucles circulaires ou des boucles de recyclage qui n'ajoutent pas des surcoûts pour les entreprises. Parce que l'objectif, c'est que ce soit un gain pour l'entreprise. Si on prend les emballages dans l'alimentaire, si on prend les chutes, voire les vêtements en fin de vie dans votre domaine ou d'autres secteurs encore, si on rajoute une contrainte dans un modèle qui est déjà quand même compliqué face à l'international et face notamment à l'Asie, alors on se tire une balle dans le genou. Par contre, si on est capable de créer une boucle qui améliore le compte de résultat de votre entreprise et qui améliore le bilan environnemental de la région Bretagne, là c'est gagné. Moi je crois qu'on peut y arriver, mais il faut que l'Europe et l'État donnent des directives qui soient constantes dans le temps, qui ne changent pas tout le temps pour nos entreprises, et que nous, les collectivités locales, on soit organisés pour vous accompagner correctement. Et je pense qu'il y a un chemin pour ça. Mais la première chose, c'est de faire comprendre à nos citoyens qu'une usine, quand elle est en France ou en Europe, elle est déjà bien meilleure par principe qu'une usine qui est en Asie. Parce que chez nous, on n'a pas de charbon, on n'a pas de travailleurs qui sont dans des conditions inacceptables. Et donc déjà, pour ceux qui en ont les moyens d'acheter européen, d'acheter français, c'est déjà un effort environnemental considérable, en plus d'être un effort social et une manière d'accompagner notre modèle social. Il faut qu'on décomplexe nos chefs d'entreprise à qui on met une pression psychologique forte en leur faisant sentir qu'ils seraient un problème. Non, vous êtes une solution. Quand on achète un produit en Asie, il est fait au charbon. Quand on achète un produit dans certains endroits du monde, il est fait avec des enfants ou avec des gens qui n'ont pas les normes sociales que nous avons chez nous. Donc, vivent nos entrepreneurs et nos usines, et les hommes et les femmes qui y travaillent, et à nous de vous donner des chemins pour travailler sur les sujets, en plus de votre responsabilité et de votre ambition personnelle qui fait que vous trouvez vous-même plein de solutions. Mais sur l'économie circulaire et le recyclage, il y a des choses à faire en s'organisant mieux en Bretagne. L'urbanisation, ça devient de plus en plus... Enfin, il y a des règles qui sont mises en place et qui deviennent très contraignantes. À tort ou à raison, c'est pas le sujet. Par contre, les entreprises, pour pouvoir, quelles qu'elles soient, à un moment, quand elles veulent grandir, elles ont besoin d'avoir du foncier. Oui. Et le problème du foncier est déjà un problème et en Bretagne, au moins dans certaines régions, certains secteurs de Bretagne, c'est déjà un vrai souci. Nous avons réussi pour l'instant à nous débrouiller, à trouver du foncier, mais pour le futur, ça peut être un souci. Comment vous voyez les deux cohabiter, l'urbanisation et le foncier dont ont besoin les entreprises? Moi, je suis d'une génération où on pensait qu'on avait devant nous, surtout en Bretagne, toute l'eau de la terre et toute la terre disponible pour construire. Moi, avant d'être président de région, j'ai été maire, et avant d'être maire, j'étais adjoint à l'urbanisme. J'ai fait des lotissements dans la ville où j'étais maire parce qu'il fallait répondre à l'attente du moment des citoyens. Et on se rend compte que sur l'eau comme sur la terre, on est allé un peu dans certains excès et on a mangé beaucoup de terres agricoles, on a consommé plus d'eau qu'on aurait dû et ça génère des tensions aujourd'hui. Donc on est dans un modèle là où on essaye de rationaliser parce qu'on a conscience qu'on n'a pas assez d'eau et qu'on a conscience que si on continue de construire comme avant, on fait agrandir les villes sur les surfaces agricoles et on se tire une balle dans le genou sur notre métier qui est d'alimenter, de nourrir la population. Donc il faut travailler cela, ce qui ne veut pas dire qu'il faut interdire la consommation de terres agricoles. Et c'est là aussi où, comme d'habitude, il y a des excès dans les prises de parole. Je pense qu'on est capable de construire plus sobre, on est capable de recycler certains terrains, mais ça coûte cher, donc il faut se poser la question de comment on fait. Et là aussi, pour le logement, comme pour les entreprises, il faut assumer de vouloir accueillir.
Moi, je veux être une région vivante, donc je veux et du logement pour les jeunes gens qui s'installent, les gens qui décident de venir vivre en Bretagne. Comment on fait? On a des quotas d'hectares que l'on se donne dans nos territoires pour pouvoir construire plus sobrement qu'avant, mais quand même. Et il faut un volume d'hectares pour accueillir des industries. J'avais proposé, en discutant avec les collègues présidents d'intercommunalité, que la région puisse avoir 1000 hectares disponibles pour l'industrie, permettant d'avoir 15 ans, 20 ans devant nous, sans angoisse, pour un entrepreneur, de se dire mon usine est trop petite, comment je fais pour faire l'usine d'à côté? C'est cela qu'on doit travailler. Mais là aussi, il faut arrêter de dire qu'une usine ou un nouveau quartier est une erreur. C'est une chance pour un territoire. Il faut juste que les maires qui gèrent l'urbanisme, les présidents d'intercommunalité qui gèrent l'aménagement du territoire, trouvent des solutions pour préserver nos terres agricoles. Ça veut dire, encore une fois, dans certains cas, on fait des terrains un peu plus petits. Je vais donner un exemple. Quand j'étais maire, quand on accueillait une entreprise, admettons votre entreprise Glycoten dans la ville où j'étais, on demandait autant de pelouse que de mètres carrés de parking. Parce qu'on disait comme ça fera des jolies zones d'activité. Mais sauf qu'on a bouffé des hectares pour faire de la pelouse qu'on tombe bêtement, au lieu de mettre des animaux et des vaches. Là aujourd'hui, on dit non, on veut plus de pelouse, on veut le bâtiment, le parking, et on veut plus de pelouse pour réduire la taille des parcelles dans les zones d'activité industrielle. C'est un changement de mentalité. Certains trouvent ça très moche. Moi, personnellement, je préfère des champs en plus et moins de pelouse dans les zones d'activité. C'est ces débats-là qu'on doit avoir. Mais enlevons la crispation sur le foncier. La Bretagne, elle consomme aujourd'hui pas plus que ce qu'elle devrait consommer en année classique. On est dans la trajectoire de la modération qui a été votée par la région il y a 4 ans maintenant. Oui, parce que ça pose un problème sur lequel j'avais commencé tout à l'heure. C'est que quand une entreprise n'a plus de foncier, elle est obligée de changer d'endroit. Ouais. Et ses salariés, ils ne vont pas suivre, dans clair. la plupart des cas. Et même un peu sortir de Bretagne, c'est des choses qui arrivent. Et c'est vrai que si on veut maintenir sur le territoire et conserver les salariés dans les entreprises, il faut réussir à jouer entre les deux, quoi. Il faut réussir à jouer entre les deux. Il faut de la connivence entre le chef d'entreprise et le maire. Parce qu'il faut que chacun connaisse le projet de l'autre pour pouvoir anticiper. Et puis il faut aussi, quand il y a une friche, parce qu'une entreprise, ça peut mourir, ou ça peut d'ailleurs partir ailleurs et avoir d'anciens bâtiments, que les bâtiments qui ne servent plus, on les recycle. On les recycle, mais ça veut dire aussi que ça coûte cher. Et donc là, la région elle a proposé de créer une foncière qui achète ces terrains pour le temps long, qui les remet en espace disponible pour reconstruire de nouvelles entreprises. Mais c'est des changements de mentalité. Il y a 10 ans, 20 ans, on achetait de la terre agricole à 5 € le mètre carré, 3 € le mètre carré, et on mettait le bout de tuyau qui va bien et on faisait son entreprise. Aujourd'hui, quand on annonce 20 €, 30 €, 40 € le mètre carré, c'est quand même plus pareil. Mais c'est aussi le prix du fait qu'on a touché les limites d'un système où on pensait que c'était open bar partout. Et il y a un endroit d'ailleurs où on sait que c'est pas open bar, c'est dans les exploitations ostréicoles. Là aussi, il faut qu'on protège. Donc on a une pression de gens qui disent qu'il faut nous permettre de construire de nouvelles zones, etc. Et une vocation du littoral à accueillir des entreprises très particulières qu'on ne peut pas envoyer ailleurs. Donc le foncier, c'est le nerf de la guerre. L'eau et le foncier, la Bretagne de 2030, 2040, 2050, elle aura encore de la pluie qui tombe. Elle aura encore, je pense, une qualité de vie remarquable. Mais si elle arrive à gérer sa terre et son eau, elle sera vraiment dans le top des régions européennes pour être dans une forme de sérénité, de compétitivité, qui offrira une qualité de vie aux gens parce que du travail aux gens. Les métiers de la mer, en conchyliculture, en pêche et même, je pense qu'à terre, en agriculture, on est face au même problème de difficulté de recrutement. C'est des métiers passion, c'est des métiers qui on travaille de ses mains, qui nourrissent les autres. Mais c'est aussi des métiers qui, dans l'air du temps, ont une certaine image sans doute négative au niveau de la pénibilité du travail. Voilà, et qui donc sans doute rebutent ou freinent en tout cas. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que la région fait pour accompagner ces enjeux. La première des choses, c'est d'affirmer qu'on a un territoire de production. Production agricole, production de produits de la mer. Si on n'affirme pas ça, ça ne sert à rien de dire à nos jeunes en collège, en lycée, qui peuvent s'orienter vers des métiers
de chef d'entreprise ou chef d'exploitation dans votre domaine ou dans l'agriculture, ou salarié agricole. Donc déjà d'affirmer que c'est une vocation de la région Bretagne, c'est une mission de la Bretagne, que de participer à l'alimentation d'une partie de la France et d'une partie de l'Europe, c'est déjà un effort dans la période dans laquelle on est. La deuxième chose, c'est de redire que les sondages montrent que les gens aiment les agriculteurs, aiment les marins-pêcheurs, aiment les ostréiculteurs. Les Français ont confiance dans ces hommes et ces femmes. Parce que de toute façon, ils sont moins de 2% de la population et ils nourrissent la population. Donc heureusement qu'on leur fait confiance. Mais il y a vraiment, je ne veux pas dire un amour, mais vraiment une admiration des hommes et des femmes pour les agriculteurs, les marins-pêcheurs, les ostréiculteurs. C'est important de le dire parce que, comme on entend le bashing tout le temps, on a le sentiment que ce n'est pas le cas. Tous les sondages le montrent, en Bretagne comme dans le reste de la France. Et après, il y a un troisième truc qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a basculé dans un nouveau système où on a plus de salariés que de chefs d'exploitation. Ça doit être le cas, à mon avis, dans votre métier. C'est le cas dans l'agriculture depuis très peu. C'est-à-dire qu'avant, on avait plus de chefs d'exploitation que de salariés. Maintenant, on est dans un monde où on a plus de salariés que de chefs d'exploitation. Et donc, ça pose des questions d'attractivité. Comment on attire des gens qui ne seront pas chefs d'entreprise, mais salariés, et donc qui ont des exigences pour leurs conditions de travail, pour leur niveau de salaire, etc., dans une compétition entre les différents métiers. Donc là, il y a de l'innovation, il y a de nouvelles manières de penser, de nouvelles manières d'organiser les choses dans votre métier, dans l'agriculture, dans la pêche, qu'il faut forcément regarder. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Si on ne regarde pas ça, on va se retrouver dans une incapacité à produire. On ne va pas récolter les légumes, on ne va pas traire les vaches, on ne va pas tourner les sacs. Si vous n'avez pas de personnel pour tourner les sacs, ce n'est pas un robot qui va le faire demain matin. Pas encore. Voilà. Et donc, c'est un combat collectif que l'on doit mener, qui passe par l'information sur les métiers. Et si un jeune en 4e il dit « moi je veux aller à la pêche », eh ben c'est formidable. Si un jeune en seconde il dit « ras-le-bol, je veux me réorienter et je veux devenir salarié ostréicole », pourquoi pas? Et s'il veut être exploitant, patron de sa boîte, ben on va lui conseiller plutôt d'aller continuer à se former sur les métiers de la gestion, les métiers du management, parce que c'est des métiers à part entière quand on est chef d'exploitation. Je crois encore une fois qu'il faut réenchanter tout cela. Dans 30 ans, 40 ans, on sera encore un territoire de production. Le changement climatique est là, mais on sera un territoire de production. Donc il faut absolument dire que c'est là que ça se passe et que les hommes et les femmes d'ici ou d'ailleurs, qui veulent travailler dans les métiers du vivant et les métiers de l'alimentation, ils ont un territoire béni des dieux où ils peuvent venir vivre avec une qualité de vie remarquable, c'est la Bretagne. Donc du coup, deux grandes forces, on va dire, l'aide à l'orientation pour ces métiers-là et la communication faite par la région, par la marque Bretagne et tous ces leviers. Et par les médailles que vous gagnez au concours. Et bien sûr, et par les producteurs. Ben bien sûr, voilà, les médailles que vous gagnez au concours, les producteurs. Il faut que les chefs cuisiniers parlent mieux de nos produits. Il faut qu'on fasse travailler ça. Il faut montrer encore une fois cette exemplarité qui donne des produits d'une qualité remarquable. Dans les cantines, moi, je me souviens, je mangeais au self au lycée et là, je mange au restaurant universitaire à l'IUT. Je pense comme vous le disiez, pour certains, c'est le seul repas, vrai repas et quelque chose que je vois, alors pas quand j'étais au lycée, mais maintenant, c'est que les assiettes et peut-être même aussi les entrées et les desserts sont moins copieux. Mais peut-être que le fait de ne pas trop toucher à cette quantité, quitte à mettre vraiment quitte à demander vraiment à l'élève ce qu'il veut exactement comme quantité pour faire en sorte que justement personne se sente lésé, se dit ah, j'ai bien mangé, mais pas à ma faim. Et ce que vous dites est passionnant parce que les Crous, c'est l'État. Les lycées, c'est la région. Et ça fait partie des débats que les présidents de région ont avec l'État. C'est-à-dire que l'État qui dit souvent aux collectivités locales qu'il faudrait mieux acheter, il faudrait mieux faire, souvent dans ces Crous, effectivement, ils demandent de réduire les portions. Il y a des Crous dans lesquels il y avait 2 entrées possibles, on indique que c'est plus qu'une seule. Où il y avait un laitage plus un fruit, on dit bah, c'est ou laitage ou fruit, pour gagner les 14 centimes ou les 8 centimes par repas permettant de rentrer dans l'enveloppe. C'est une erreur. Bien sûr qu'il faut économiser l'argent public, bien sûr qu'il faut être rigoureux avec l'argent public qui vient des impôts. Je suis favorable à cela. Mais vous l'avez dit, si un ado, un étudiant, ne mange pas à sa faim le midi et qu'il est dans un contexte où, soit parce qu'il est en internat, ou étudiant dans un crous, dans une chambre d'étudiant, soit parce qu'il est dans une famille qui n'a pas trop les moyens, ne mange pas bien le soir, on a tout perdu. On a tout perdu, y compris pour la société. Parce que ça ne donne pas une entrée dans la vie
optimiste. Et pour faire les études que vous faites, il faut de l'énergie. Il faut. Ah oui, non, mais c'est vrai. Enfin, il faut qu'on puisse être bien. Et le temps du midi, bah, c'est un temps important. Vos enfants ont un souvenir positif. Vous pouvez aussi avoir des souvenirs négatifs et vous en souvenez toute votre vie aussi. Hein. Dans tous les cas, la cantine, on s'en souvient toute la vie. Hein. Dans nos lycées, on dit aux jeunes de choisir la quantité. En disant, par contre, tu es responsable, tu dois tout manger ce que tu prends. Quitte à revenir aussi. On peut dire aux gens, vous prenez moins et vous revenez. Et dans pas mal de lycées, je découvre ça depuis quelques années, on pèse les déchets et on affiche les déchets de la veille. Donc on dit, hier, on a acheté 14 kilos de produits. Bah, automatiquement, les jeunes ils consomment moins. Ou on a acheté 3 kilos de pain, parce qu'on prend tous du pain et puis on ne le mange pas. Et donc on marque, hier, on a acheté 3 kilos de pain. Et ben, je peux vous dire que le lendemain, il y a beaucoup moins de déchets de pain. Ça, c'est un petit travail pédagogique qu'il faut faire. Alors, du coup, je suis à Lannion et à Brest et c'est 2 exemples typiques, du fait que, on se sente un peu éloigné parce que je prends quand même assez souvent le train et je le vois. Typiquement pour faire, Lannion-Brest, moi j'ai souvenir qu'il y avait enfin, c'était pas facile du tout quand on ressortait le vendredi avec 2 trains. Il y avait celui de 17h30 et celui de 19h30 et il y a aussi un deuxième petit truc, c'est, par exemple, la carte Corrigo, moi je me souviens à Brest, j'utilise, à Rennes aussi, quand j'ai été à Rennes, je l'ai utilisé. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour pousser, par exemple, les agglomérations? Parce que je sais qu'à Lannion, ils ne l'utilisent pas et je me dis, bah, c'est bien dommage parce que quand je prends le bus, je suis obligé de dépenser pour un ticket alors que je pourrais tout centraliser sur la carte Corrigo. Et qu'est-ce que la région peut faire pour essayer de pousser pour que les grandes intercommunalités aient la carte Corrigo et aussi, du coup, comment faire pour, entre guillemets, je pense surtout à Carhaix ou Lannion, avoir plus de fréquences de train. Pas forcément tous les jours, mais sur les jours clés, par exemple pour les étudiants, le vendredi quand ils veulent rentrer, le dimanche soir, pour être sûr qu'ils puissent prendre le train, et avoir un bilan carbone du coup qui diminue par Ah. rapport à la voiture. Bon, d'abord, c'est un sujet passionnant que la mobilité. Les cars et les trains qui maillent la Bretagne et même les bateaux pour aller sur nos îles. Oui. C'est un des métiers de la région. J'en suis très fier et c'est passionnant. Pour commencer par les trains, effectivement, le Lannion-Brest, il y a une rupture de charge à Guingamp. C'est-à-dire que Peut-être même aussi. et Plorette, tout à fait, tout à fait. Parce que la ligne, elle ne permet pas, avec le nombre de passagers, de ne pas changer de train. Donc on fait effectivement du Lannion-Guingamp ou Plorette. On attend le train d'après et après on prend un train vers Brest. Donc ça, on ne va pas pouvoir le changer tout de suite, mais on va pouvoir ajouter des trains. Donc là, on est en train d'acheter des trains en lien avec Brest Métropole, Guingamp-Paimpol Agglomération, Lannion-Trégor Communauté. Et on est en train d'acheter pour le nord de la Bretagne 3 trains supplémentaires qui permettront de faire des rotations, comme on est en train de faire des rotations dans le sud, où entre Quimper, Quimperlé, Lorient, Vannes, on a rajouté des trains qui permettent d'accentuer la rotation et d'avoir un train toutes les demi-heures. Parce qu'on pense que quand on est actif, étudiant, salarié, un train toutes les demi-heures, c'est acceptable. C'est-à-dire qu'on attend rarement plus d'un quart d'heure, 20 minutes avant le train d'après. Mais là, ça change la vie. On prend le train comme quand on prend le RER à Paris, quoi. Sauf qu'on a la qualité de vie bretonne en plus. Donc ça, on est dessus, on y travaille pour le nord, comme on l'a fait au sud. Et puis le deuxième sujet, c'est Corrigo. C'est une chance considérable d'avoir Corrigo, qui est une carte de transport. Elle est jaune comme Guicoten, vous l'avez déjà vu. Corrigo, c'est la carte de transport en Bretagne. J'ai la mienne ici, là. Tout le monde connaît cette carte-là. Il y en a 700 000 en Bretagne. 700 000 personnes qui ont cette carte. Elle sert effectivement à prendre le train, le car, le bateau, à prendre normalement les bus ou le métro, le TER. Le bateau, je ne savais pas. Pour ça, je suis étonnée. Bah, c'est pas déployé partout, mais on est en train de déployer dans les bateaux pour faire en sorte que dans les bateaux, demain, on puisse le prendre de la même manière pour les Iliens qui puissent utiliser Corrigo. Le métro à Rennes utilise Corrigo, le tram à Brest utilise Corrigo, mais il y a encore des intercos qui n'ont pas mis en place l'outil. Donc c'est une carte des collectivités de Bretagne et on va continuer à faire en sorte que tout le monde peu à peu l'utilise. Et l'objectif à terme, c'est qu'on ait même un abonnement unique et qu'on puisse passer du bus à Lannion, au TER Brest-Go pour Brest et au tram à Brest. Comme le Avec- Navigo en fait. Hein. Comme le Navigo, Projet de- c'est ça. Avec un abonnement mensuel pour les étudiants, un abonnement mensuel pour le salarié, y compris pour le week-end, partir à la mer, à Ouessant, prendre le bateau. Dans ton abonnement mensuel, tu pars à la plage. Voilà, c'est ça la Bretagne. Moi, je veux qu'un gamin qui est dans Rennes, avec ça,
et son abonnement, il puisse aller à la plage à Saint-Malo. Voilà, ou qu'un gamin à Concarneau puisse décider d'aller à Groix parce qu'il a envie de passer sa journée à Groix dans son abonnement mensuel. L'objectif, c'est aussi que Corrigo soit la carte des étudiants pour aller aux rues, la carte des lycéens pour aller au self. Il y a des piscines qui commencent à utiliser Corrigo. Saint-Brieuc utilise Corrigo dans les piscines. Les salles municipales utilisent peu à peu Corrigo. Moi, quand je vais à la région, pour rentrer dans les salles, j'utilise Corrigo pour ouvrir les salles. Voilà, donc c'est une partie service de Corrigo. Peu à peu, ça fonctionne. Et l'autre point important, et j'en arrête là, c'est qu'on ne vend pas les données. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays où vous utilisez une carte bancaire pour passer dans les métros, dans les trains, dans les cars, voire même dans des salles maintenant. Les cartes bancaires peuvent être utilisées pour vous identifier. Et elles vendent après les données pour dire vous êtes allé là, vous avez utilisé ça, etc. Si on utilise Corrigo, nous on s'engage à ne pas vendre la donnée. Donc on ne dira pas que vous êtes allé à Brest 3 fois, que vous êtes allé à la plage 1 fois. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est pas rien pour votre vie privée. Parce que votre donnée, vous savez comme moi que c'est un marché pour d'autres. Voilà, donc Corrigo c'est aussi un outil de protection du citoyen sur sa vie privée. Alors moi, j'aurais voulu savoir en quoi le monde associatif et tout particulièrement les bénévoles contribuent à la bonne santé économique d'une région. Il contribue d'abord à notre qualité de vie à tous. Il n'y a Ok. pas de possibilité en Bretagne je pense, d'avoir l'expérience bretonne dont je parlais, ce sentiment d'être ensemble sur un petit bout de terre, s'il n'y a pas les bénévoles. Ils sont dans notre vie quotidienne, présents un peu partout. Ils sont présents dans le social, vous en êtes un exemple, mais aussi pour aider les familles après l'école, Oui. pour aider les personnes âgées, ne serait-ce que pour faire la lecture, ou pour faire de l'animation, ou pour organiser des temps avec nos aînés. Moi, quand j'étais maire, c'était précieux. Sans mes bénévoles qui passaient du temps avec les aînés du 3e et du 4e âge, bah, c'est autant de qualité de vie donnée à des parents qui sont quelquefois isolés ou à des grands-parents qui sont quelquefois isolés parce que la vie qu'on a aujourd'hui ne nous permet pas tout le temps d'être à disposition de nos aînés. C'est aussi l'engagement dans le sport, dans la culture, dans la vie quotidienne et là c'est remarquable. Regardez ce que nous avons dans nos territoires tous les week-ends avec des bénévoles qui s'engagent pour encadrer nos jeunes au sport, pour encadrer nos jeunes dans la culture, pour faire vivre des ateliers de lecture, de théâtre, de musique. C'est remarquable. Et enfin, la Bretagne, c'est quoi? C'est nos festivals, c'est nos fest-noz, c'est nos courses cyclistes, c'est la grande parade de Brest à Douarnenez lors des fêtes maritimes. Ben, ces événements-là, ou le Tour de Bretagne cycliste, ces événements-là, ils n'existent pas sans les bénévoles.